Merci, on vous rappelle, le podcast qui vous plonge dans les coulisses captivantes du monde du casting. Salut à tous, bienvenue dans Merci on vous rappelle, le seul podcast qui vous plonge dans les coulisses du casting avec des histoires et des parcours incroyables. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir une artiste exceptionnelle, aussi à l'aise sur les planches que devant la caméra, voire derrière, bilingue, polyvalente. Elle nous transporte à travers son univers unique où chaque expression, chaque mot résonne comme une note dans une symphonie artistique. Bienvenue à l'actrice et réalisatrice aux multiples talents, Emma Chaibedra, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Ben, ça va, après une présentation pareille, c'est merci beaucoup. Bah, merci à Ça. toi hein, d'honorer de ta présence. Ma première question pour toi, ça serait quel casting a marqué ton année 2023 et pourquoi? Quel casting a marqué mon année 2023? Je dirais que ce serait plus les... Il n'y en a pas eu qu'un, et ce serait plus les castings que j'ai été amenée à faire pour l'étranger qui m'ont appris une manière de travailler encore différente. C'est vrai qu'on utilise beaucoup les self-tape maintenant. Je suis désolée, Mhm, j'ai la table rouge. Et c'est vrai que ça m'a marqué parce que pour la première fois, j'ai dû faire un casting pour les États-Unis que je n'ai mhm. pas eu, mais c'est pas grave parce que c'était déjà énorme de pouvoir présenter mon travail à des directeurs de casting voilà, étrangers, différents, qui travaillent de manière différente. Et ouais, ce serait ce petit step que, pour moi, en tout cas, une marche importante que j'ai réussi à passer. Et voilà, ce serait ça. Tu dis d'une manière différente. Est-ce que pour nos auditeurs qui ne connaissent pas trop un peu la différence, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus? Bah, les attentes sont pas toujours les mêmes et c'est pas forcément des attentes qui sont. Je suis pas en train de critiquer la manière de faire en France. C'est juste que Mhm, c'est différent. C'est pas les mêmes attentes, c'est pas les mêmes demandes. Il y a des choses qui sont similaires évidemment. C'est pas complètement opposé, mais c'est vrai que en tout cas pour les rôles que j'ai été amenée à travailler. On nous donnait beaucoup de détails sur les personnages, donc ça permettait déjà, dès l'étape du casting, de proposer des choses qui vont déjà dans un travail de personnage. Après, ça dépend des rôles pour lesquels on casse, bien sûr. Si on fait pour des très petits rôles, il n'y a pas forcément besoin de rentrer dans ce genre de détails, quoique, pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'en France, quand on fait une self-tape ou ce genre de choses, c'est pas toujours les mêmes attentes. Voilà, c'est pas toujours les mêmes choses. oui, je vois ce que tu veux dire parce que j'ai aussi la chance de pouvoir travailler en Amérique du Nord. En fait, si Ouais. tu veux, la différence, c'est que c'est syndiqué. Ça veut dire que du coup, quand on t'envoie des self-tapes, ils peuvent pas t'envoyer plus de certains nombres de pages. Ça veut dire qu'on peut pas dépasser les 4 pages, les 5 pages. Ce qui pourrait être différent en France, on pourrait tout envoyer 10 pages au lieu qu'en Amérique du Nord, c'est 5 à 4. Ouais, c'est ça. Et bien, c'est oui. Et ah oui, aussi une chose qui m'a étonnée et même enfin là donc je suis très contente et je mesure ma chance. J'espère que ça va continuer comme ça. Mais j'ai commencé l'année avec plusieurs self-tape à faire en casting, Mhm, dont une pour l'Angleterre. Et c'est vrai que si tu veux que je te rajoute une petite anecdote, les choses bien sûr. qui me qui me font rire, mais qui sont étonnantes pour nous Français, c'est que par exemple, déjà pour passer le casting, étudier donc le script qu'on t'envoie et tout, il y a une clause de confidentialité à signer, un contrat à signer alors que tu n'es pas engagé. Mais voilà, rien que ça, voilà, voilà, si je devais noter une des plus grosses différences, ce serait aussi ça. Il y a un côté tout de suite, on m'a envoyé un mail comme énorme sur le perso et le petit, ce qu'ils appellent les NDA Oui, les à NDA, signer. oui, oui, à signer, oui. Voilà. Et, mais encore une fois, j'espère qu'il n'y a pas de méprise là-dessus et je le dis pour les gens qui vont écouter, Mhm. c'est pas je ne méprise pas la manière de travailler à la française. C'est juste que c'est hyper intéressant en fait de d'avoir à s'adapter à des manières de travailler qui sont différentes, quoi. C'est vraiment un truc qui me plaît bien. Bien sûr, le processus est carrément différent en fait. Après, comme tu dis, sans vouloir critiquer, c'est pas qu'ils sont un peu plus carrés, mais disons que ils veulent vraiment que les choses soient claires dès le départ en fait. Comme ça, il n'y a pas de Ouais, surprise. c'est ça. Il y a un côté.
straight to the point. C'est ça, exactement. Ouais, Maintenant, c'est si on ça. pouvait donner un petit peu un contexte à nos auditeurs, est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours? Comment tu es rentrée dans l'art du cinéma? Qu'est-ce qui t'a inspiré à devenir actrice? Si mes recherches sont bonnes, il semble que tu as commencé à l'âge de 13 ans. Alors, ouais, enfin bon, disons qu'à cet âge-là, c'était encore très. En fait, déjà, c'est plus l'art de la scène qui m'a attirée parce que j'ai commencé par faire de la danse. Mhm, J'aime toujours énormément ça. J'en ai fait pendant vraiment longtemps. Je crois que j'ai dû en faire pendant au moins 13 ans. Euh, mais bon, tu sais, c'était quand t'es gamin et que tu fais ton activité sportive le mercredi, quoi. mhm, Mais ça a commencé par là, en fait, en vrai de vrai, parce que bah, il y a toujours le petit spectacle de fin d'année. Et puis c'était vraiment un bonheur de fou à chaque fois le maquillage, le costume. La prof de danse me mettait toujours devant parce que j'en faisais toujours des caisses. Enfin, voilà, c'était trop trop génial. Et puis après, c'est vrai que le théâtre, après, ça a été bah, au collège et au lycée. mhm, Mais pareil, c'était pas. C'est vrai que maintenant, il y a des. Enfin, moi, je donne cours dans une école de théâtre qui s'appelle l'Entrée des artistes. Et c'est vrai qu'on est en partenariat avec une école qui s'appelle Diagonale. Et je trouve ça génial parce qu'aujourd'hui, il y a. Ça fait longtemps qu'il y a des sports-études, mais il y a aussi des arts et études aujourd'hui. mhm. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'aurais adoré parce que moi, quand j'ai commencé le théâtre, c'était vraiment le club de théâtre. Mais c'était malheureusement pas inclus dans mon cursus scolaire. J'aurais adoré avoir cette chance. Mais donc voilà, oui, après, ça a été au collège, au lycée. On a commencé à faire des petites représentations. Moi, je suis nantaise, donc voilà, c'était sur Nantes. Mhm. Et puis après, mon parcours, j'ai fait un détour par Bordeaux, mais qui n'a rien à voir avec l'artistique, donc c'est pas très intéressant d'en parler. Mais après, quand je suis arrivée sur Paris, je suis rentrée dans cette école qui s'appelle l'Entrée des artistes, où Mhm. je suis prof aujourd'hui. Donc c'est vraiment un super cheminement. Enfin, moi, je trouve ça super chouette. Et puis voilà, je suis rentrée dans cette école parce que j'ai décidé d'en faire vraiment mon métier et que j'avais envie de me former d'une manière voilà, un peu plus sérieuse. Et puis après, plein d'aventures qui se sont cumulées. D'abord plus sur les planches et puis petit à petit sur les plateaux, quoi. Et Mhm. puis pas mal à l'étranger, c'est vrai. C'est quelque chose je trouve que j'ai eu beaucoup de chance de. Enfin, pour ceux qui ont envie de voyager, Bien sûr. c'est super, quoi. On en parlera. Tu parlais de cursus scolaire tout à l'heure. Tu as une licence en psychologie. Est-ce que, Oui, c'est quand j'étais pas sûre de moi, de ce que je voulais faire. est-ce Je que passais par la ça, fac. ça t'aide d'une manière à aborder le monde du théâtre et du cinéma en fait? Est-ce que quelque part ça a laissé une empreinte? Ah ouais, énorme. Énorme sur énormément de choses. Euh, j'ai parfois regretté de ne pas aller directement dans l'artistique, de ne pas être allé, pardon, directement dans l'artistique parce que voilà, quand on est jeune, c'est jamais facile de savoir vraiment ce qu'on veut faire de soi. Euh, et, euh, et au final, je regrette plus maintenant parce que le fait d'être passé par cette case d'études en psychologie, déjà forcément, euh, quand j'aborde un personnage, etc., il y a toujours, enfin, il y a une part, alors, suivant les méthodes qu'on aime utiliser, c'est toujours pareil, je dirais pas qu'il y a une bonne ou une mauvaise méthode en acting, tout ça est très personnel parce qu'on travaille avec soi, donc il y a des choses qui correspondent à certains et pas à d'autres. Mais c'est vrai que pour ma part, je trouve qu'il y a toujours une forme évidemment de construction psychologique, d'aller chercher qui est le personnage, etc., etc., etc. Et donc forcément d'avoir fait des études là-dedans, je pense que ça m'a quand même donné des clés, D'accord. clairement. Et donc ça, c'est pour le travail en tant qu'actrice sur les rôles, mais ça m'a aidé, je pense aussi, à appréhender parfois mon rapport aux autres, quoi, dans le métier. Mais bon, enfin, voilà, c'est un métier qui est. J'imagine que c'est pareil aussi dans tous les métiers, hein, mais les rapports humains sont compliqués. Très C'est pas compliqué, facile. compliqué et différent. Des fois, on s'autorise certaines choses dans notre métier qu'on ne ferait pas ailleurs en fait. Oui, je pense. Je pense que, ouais, c'est, ça reste parfois particulier, on va pas se mentir. C'est ça. Maintenant, c'est la partie de l'émission où on parle d'anecdotes. Est-ce que tu aurais quelque chose d'hilarant ou inattendu à nous partager qui serait arrivé?
Alors d'inattendu, mais oui, plein, plein, parce que c'est un métier qui n'est fait que de ça, on va pas se mentir. C'est... Moi, j'aime à dire que c'est un des métiers les plus humains dans le sens où tu travailles avec ce que tu es, donc avec toi en tant qu'être humain, avec d'autres êtres humains. C'est en ce sens-là que je trouve que on ne fait pas plus humain. C'est les limite, oui, il y a un côté voilà sociologique, psychologique, etc. Donc oui, inattendu forcément, qui me viennent en tête. Écoute, puisqu'on parlait de formation. Mhm. euh, les aléas de quand on est sur scène et qu'il n'y a rien qui se passe comme ça devrait se passer. Bien sûr. Donc, quand tu es sur scène et que j'étais encore en formation, mais parce que évidemment, j'étais tellement mal. Ouais. Je crois que c'était une audition interne à l'école, mais donc on a quand même un jury, etc. Et puis tous les autres camarades de l'école qui nous regardent, on est Mhm. dans un théâtre. Et on fait une audition interne, etc. Donc, c'est des examens qui sanctionnent le cursus. Et je devais jouer une scène de l'autre, de Florian Zeller. Et je devais rentrer. Et je fais un changement de costume parce que je joue une autre scène avant, etc. Je fais mon changement de costume. Et j'ai une robe, en fait, assez particulière, avec une fermeture éclair qui est double et qui se met comme ça, en fait. Je sais pas si on Ok, peut ouais. éventuellement. Bon, On peut allô, visualiser. pour ceux qui n'auront que l'audition de la chose, j'en suis désolée, je fais un geste. Et en tout cas, il y a une fermeture éclair qui va vers le bas et qui se bloque. Et clairement, on voit ma petite culotte, quoi. Ah. Mais vraiment, genre, je ne. Enfin, alors, c'est pas au niveau du nombril, mais clairement, je peux pas vraiment marcher. Enfin, tout ça est très compliqué et j'ai pas le choix, en fait. Il faut que j'aille sur scène à ce moment-là. Je vais pas laisser mon partenaire en plan, qui a déjà commencé la scène en plus, qui est en Bien train de sûr. parler. Enfin, mais le stress de fou, je suis là, je transpire sous le maquillage, dans mon costume, c'est une horreur. Et du coup, bah, en fait, je rentre sur scène. Et pendant tout le truc, au début, je tiens le truc et tout. Puis au bout d'un moment, en fait, c'est une scène en gros qui raconte, c'est après une nuit d'amour. D'accord. Et donc au bout d'un moment, je suis dans la scène et j'oublie un peu. Enfin, on n'est plus en train de se poser des questions, quoi. Et du coup, bah, je lâche le truc. On voit un peu ma petite culotte et finalement, ça rentre dans la scène. Ça a donné, ça a teinté la scène d'une certaine manière. Et en sortant du truc, je me suis dit, putain, c'est horrible, j'ai foutu la merde sur la scène, c'était nul à chier, on va se faire taper dessus, enfin, ça va être horrible et tout. Et au moment des retours, mon professeur, qui est aujourd'hui mon patron et ami, qui Mhm. s'appelle Olivier Belmondo, me dit, mais Emma, alors là, t'étais dans un lâcher-prise, je t'ai jamais vu comme ça, super, c'était ton meilleur passage. Je fais, mais oh là là, mon Dieu, comme quoi ça avait créé Quelque un chose, ouais. speed en moi, une adrénaline Mhm. qui finalement avait teinté la scène d'une manière positive. Bah Donc, oui. voilà. C'est Je comme. sais pas si c'est hilarant, mais sur le coup, moi, je rigolais pas trop. J'imagine. Non, En non, tout c'est cas, vraiment. c'était inattendu. C'est vraiment une très belle histoire, c'est très hilarant. Mais en fait, si tu veux, pour rebondir là-dessus, en fait, c'est que des fois, on nous dit c'est qu'on est meilleur quand on oublie son texte, quand on oublie le contexte. Peut-être toi, le fait du coup d'avoir oublié ça, ça embellit ton jeu, en fait. Ben, en fait, alors oui, alors je dirais pas qu'on est meilleur quand on oublie son texte, mais en tout cas quand on s'en détache. Mhm, C'est-à-dire quand on n'est plus dans l'intellectualisation des lignes qu'on doit donner, mhm, mais qu'on vit le truc. Et donc, moi, je continue à me former tout le temps et je me forme aussi auprès d'une coach qui s'appelle Tracy Pellegrino. Et c'est quelque chose que j'avais déjà commencé à apprendre auprès d'Olivier Belmondo mhm, et qu'avec cette coach, je continue à travailler en tout cas. C'est le côté immédiateté, c'est-à-dire que quand on vit ce qu'on demande à un acteur et à une actrice, en tout cas ce que moi je recherche, c'est la vérité, quoi. C'est la mhm. vérité du moment. On veut voir des gens qui vivent un moment de vie et pas des gens qui nous jouent quelque chose. Et c'est vrai que là, ça avait dû créer chez moi un moment de allez, putain, c'est pas grave, de toute façon, c'est nul, donc j'y vais, quoi. J'ai plus le choix. C'est ça. Et ouais, ça a créé, comme tu dis, ce truc-là, quoi. Foutu Donc, pour foutu, en fait, comme on dit un peu. ouais, c'est ça. C'est au bout d'un moment, bon, j'y suis, déroulons le truc, faisons-nous plaisir. De toute façon, c'est ça aussi, c'est le plaisir aussi, c'est important.
Bah oui. Tu sais, tu nous parlais de ton expérience sur les planches et moi j'aimerais parler des deux un peu entre les planches et la caméra. Comment ce Mhm. processus se fait? Parce que le jeu est différent. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la différence entre jouer sur les planches et devant une caméra? Ah, il y a plein de choses qui sont très différentes. Puis ça dépend du... Sur les planches, il y a différentes formes de théâtre. Donc, Mhm, ça dépend de ce que le metteur en scène va rechercher. Il y a du théâtre où on va se rapprocher de quelque chose de très vrai. Donc, ça va s'apparenter déjà plus à un jeu cinématographique. Après, au théâtre, il y a aussi le théâtre de boulevard, des comédies comme Feydeau, Courteline, qui sont très précises dans l'humour, dans le timing, dans des mises en scène très spécifiques et qui vont demander un jeu plus large, en fait, mhm, avec une articulation. Alors attention, parce que c'est pas du surjeu. C'est pas, voilà, hein, c'est pas la même chose, mais c'est un élargissement aussi de l'instrument du comédien, de l'instrument de respiration au niveau de la voix. Techniquement, en théâtre, ça peut demander des choses légèrement différentes de sur un plateau. La tragédie, par exemple, évidemment, par exemple, si on joue un alexandrin ou bon, jouer du Shakespeare, c'est pas la même chose que de jouer du Feydeau. Quoique, dans l'intensité, ça peut. Mais en termes de, tu vois, de pied, de manière de mhm. dire les choses, de césure, les machins, tout ça, voilà. Techniquement, il y a des choses comme ça qui sont en théâtre extrêmement passionnantes. Mhm. Vraiment, c'est un travail de dingue, mais en même temps, c'est un plaisir énorme. C'est vraiment passionnant. Au, au cinéma, encore une fois, ça dépend sur quel réalisateur ou réalisatrice on tombe, parce que Mhm. chacun a son style et sa manière de diriger ou de ne pas diriger. Parce qu'on a aussi des D'accord. réalisateurs qui ne dirigent pas, ce qui n'est pas mal en soi. Voilà, ça dépend des manières de bosser. Voilà, au cinéma, on a souvent des choses plus intimistes. De, de- Et au cinéma, on a une médiation de son image, c'est-à-dire qu'on passe par le média de la caméra. Donc, ça dépend des valeurs de plan, ça dépend du montage ensuite, de comment c'est monté. Enfin, donc forcément, c'est pas tout à fait le même travail. Moi, je pense que la différence, elle est plus technique, en fait. Mhm. Et après, en termes d'intensité, en termes de vérité, je pense que là, ça se rejoint parce que on a besoin de vérité, que ce soit au théâtre ou au cinéma. C'est plus l'aspect technique qui change, je crois. D'accord. Je pense. Merci pour cette belle masterclass que tu viens de nous donner. Désolée, je parle beaucoup, hein. Non, non, Ça a été j'adore, dit, hein. j'adore, c'est génial. Ça me permet de, tu sais, tu parlais de timing tout à l'heure. Moi, je t'ai découverte en fait sur une vidéo sur YouTube avec Mohamed Noir, revoir son ex. Ok, Et pour cool. parler de timing, je pense qu'il n'y a pas mieux que ça en fait. Parce que Ok. là-dedans, ma question c'est comment déjà tu t'es retrouvé dans ce projet? Est-ce que tu as passé un casting? Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui, bien sûr, je peux en parler. Alors non, j'ai pas passé de casting. C'est Mohamed qui m'a contacté parce que j'avais fait légèrement plus qu'une figure sur une vidéo à lui. En fait, je donnais la réplique à une comédienne qui jouait avec lui. Mhm, Une comédienne que je connaissais, qui est une copine, et qui m'avait proposé de venir pour... voilà, en gros, je donnais un coup de main sur une des vidéos. Je crois que j'étais revenue sur une de ces vidéos, pareil, pour donner un petit coup de main. Et puis au final, voilà, quand on est sur le tournage, on parle à la pause déj, on parle un petit peu du parcours de chacun, etc. Et il m'avait demandé de lui envoyer une bande démo pour voir un petit peu ce que je faisais parce que en fait, toutes ces personnes-là, c'était vraiment presque que des personnes du milieu de l'humour, du stand-up, des choses comme ça. Donc c'est vrai que eux, leur atout, c'est qu'ils ont quand même pas mal de matériel sur Internet, donc c'est assez facile d'accéder à leur travail, puisque c'est le but, c'est de se faire connaître par leur seul en scène, etc., ou leur sketch. Moi, c'est pas forcément le cas, j'ai pas forcément énormément de vidéos, et encore moins dans l'humour, mhm, parce que même si j'adore ça, c'est pas ce qui est le plus accessible de moi, je crois, sur Internet. Et donc, bref, je lui avais envoyé une bande démo pour qu'il voit un petit peu ce que je fais. Puis j'avais plus trop une nouvelle. Et un jour, il m'a renvoyé un message en disant, voilà, j'ai une vidéo où j'aimerais quelqu'un de différent que dans mes autres vidéos. Et il m'a envoyé le texte, il m'a demandé si ça me plaisait. J'ai dit, bah ouais, carrément, allons-y. Voilà, on a fait une lecture et puis après, c'était parti, quoi.
Ouais, non, j'ai beaucoup aimé cette vidéo parce que il y a un timing, c'est précis, c'est presque comme tiré au couteau, c'est genre, c'est vraiment, c'est très, très serré. Comment tu as travaillé ton texte par rapport à ça? Ben, j'ai appris les très grosses parties par cœur, un peu à plat, c'est-à-dire D'accord. sans essayer d'y donner d'intention particulière. D'ailleurs, c'est ce que je conseille à tout le monde, c'est-à-dire de ne pas essayer d'anticiper une intention ou une émotion avant qu'elle soit vraiment là. Mhm. Donc j'avais appris les grosses parties parce qu'il y a deux gros monologues plus ou moins dans le truc où elle débite un peu Bien sûr, toute ouais, sa ouais, ouais. colère. Et donc j'avais appris ces passages-là par cœur. Les autres passages, je les avais lus, relus, relus, relus. Et au D'accord. moment du tournage, on s'est fait plusieurs lectures avec lui sur le tournage même. Et on a tourné vraiment par bloc, Mhm. vu que c'est pas des plans séquences. Parce qu'on ne travaille pas de la même manière à un plan séquence que quand c'est plus cuté. Mhm. Et donc voilà, en fait, après l'apprentissage d'un texte, de manière générale, finalement, à part pour certains textes vraiment particuliers comme, je sais pas, La Garce, où c'est vraiment écrit d'une manière très très spécifique, euh, l'apprentissage d'un texte, il y a mille et une façons de le faire, mais le mieux, c'est vraiment lire, 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 s'imprégner de la situation parce que, alors, des fois, les textes sont pas tous bien écrits, pardon aux auteurs. Je parle pas des Mhm. grands auteurs, Bien je sûr, parle oui, de oui, oui. certains. Tu vois ce que je veux dire? Certains textes de casting qu'on a à jouer ou à travailler, c'est pas toujours de la grande littérature, on va pas se mentir. Non, c'est pas les meilleurs. Désolée, mais c'est ce que je pense. Mais en tout cas, quand on a la chance d'étudier des textes qui sont bien écrits, déjà en lisant vraiment profondément et en comprenant ce qui se dit dans le texte, il est déjà, on l'apprend déjà à 70% sans se le rabâcher forcément. Après, il y a toute la phase où on se l'imprègne à fond, mais Mhm. je pense faut essayer de pas avoir peur du texte. Je dis ça, mais je suis la première à être hyper traqueuse, hein, donc, D'accord. mais je m'en détache de plus en plus, en tout Tu cas. t'en détaches. Ah, c'est pas mal ça. En préparant Ouais. l'émission, tu sais, j'ai remarqué que sur les planches, tu avais joué dans les monologues du ukulélé de Karim Ouais, SM. Moi, je connais les ouais. monologues du vagin de Eve Ensler, mais les monologues du Mhm. ukulélé, ça me dit rien du tout. Est-ce que tu peux Non. m'expliquer? Alors, déjà, c'était en Belgique. D'accord. Donc, c'est vrai que voilà, c'était un petit truc, hein, mais je dis ça encore une fois sans vouloir dénigrer cette expérience qui était vraiment trop bien. En fait, c'est plusieurs monologues que Karim avait écrits spécifiquement pour chaque comédienne avec qui il voulait travailler. Et en fait, il y avait les monologues du ukulélé, les monologues de la clarinette, les monologues du violon, enfin, etc. Il y avait un instrument pour chacune. Et moi, j'étais une joueuse de ukulélé qui savait pas jouer du ukulélé, mais qui voulait quand même se produire sur scène. Et c'était super drôle parce qu'il y avait vraiment tout un truc où j'étais avec mon... Sachant que je sais vraiment pas jouer du ukulélé. Oh mon Dieu. Et en fait, il y avait tout ce truc où on fait monter le truc, où j'arrive... Alors, au fait, il fallait que je vous dise, machin. Et en fait, à chaque fois, je fais trois notes et j'embraye sur autre chose. Donc, à chaque fois, tout le monde Ah, s'attend à ce que je joue. Et mhm. en fait, je ne joue jamais. En fait, je raconte ma vie complètement névrosée, évidemment. Et voilà. Très intelligent Donc, ça. c'était assez rigolo. Ouais, c'était très Mhm. sympa. Belle manière de camoufler que tu savais pas jouer l'instrument, c'est pas mal ça. Bah oui, voilà. Après, on le comprend, en fait, hein, que la nana fait exprès, mais c'était rigolo. C'était vraiment sympa. Maintenant, j'aimerais qu'on s'attarde un peu plus à ton parcours de réalisatrice. Comment on arrive à écrire, à produire, à réaliser un cours qui se retrouve finaliste parmi plus de 1150 films en compétition et la même année, tu remportes un prix en Roumanie. C'est quoi ton secret? J'adore la manière que tu as de présenter les choses. Je devrais voir les choses comme ça plus souvent, en fait. C'est top. Mon Merci. secret, alors écoute, donc tu parles de White Mirror. C'est ça, ouais. Euh, ouais. Alors, j'ai vraiment une affection hyper particulière pour ce film Mhm. parce que donc c'était pour le Nikon Film Festival, je sais même plus en quelle année, peut-être tu vas me le dire, je sais En plus. 2018 et 2019. Ah bah voilà. Donc bon, c'était il n'y a pas si longtemps que ça quand même. Mhm. Et c'était ma première participation au Nikon.
peut-être que j'ai joué dans un icône auparavant, mais franchement, je sais plus. Bref. Et en tout cas, c'était ma première participation en tant que réalisatrice, ça c'est sûr. Mhm. Et donc, c'est un film qu'on a fait. Bon, alors, côté production, c'était tranquille, hein, parce que c'était chez moi, dans ma salle de bain. Donc, j'ai envie de dire, c'était. Voilà. D'accord. Ce qui m'a demandé le plus de temps, c'était de trouver une petite fille pour jouer avec moi. Parce que, Mhm. donc, dans le scénario, il y avait une petite fille qui devait jouer moi, Petite. enfant. Mhm. Mais ça s'est extrêmement bien passé. J'étais hyper contente d'avoir cette expérience de jouer avec une petite fille parce que ça demande. C'est pas évident de jouer avec un enfant. Enfin, en tout Mhm. cas, de jouer avec et de la faire tourner, puisque là, il y avait la double casquette de mon côté. Donc, ses parents sont venus avec elle, bien sûr. Ils sont restés avec nous toute l'après-midi. Enfin, voilà, ça s'est vraiment super bien passé. Et en fait, si tu veux, on l'a fait quand même très rapidement parce que l'idée m'est venue un jour dans le RER et je crois qu'il fallait rendre le film limite, euh, allez, sans vouloir grossir le trait, je pense que la deadline, elle était 10 jours plus tard. Oh, wow, très rapide. Ouais. Donc en fait, ça m'arrive pas souvent d'avoir cet impulse d'écrire tout de suite. Mhm. Si certains m'entendent, ils vont dire, tu vois, je te dis qu'il faut écrire tout de suite, c'est comme ça que ça marche. Parce que des fois, j'ai des idées, je les écris pas. Mhm. Et là, en fait, donc effectivement, ouais, anecdotiquement, pour expliquer, j'étais dans le RER, l'idée m'est venue, et pour une fois, j'ai pris mon petit carnet, je l'ai noté. Je suis rentrée chez moi le soir, j'en ai parlé à mon copain, je lui ai dit, écoute, voilà l'idée d'une nana qui se parle à elle, mais petite, dans son miroir. Mhm. Et puis en fin de compte, il a dit, allez, vas-y, banco, on y va. Donc on l'a fait. Et après, non, je vais être décevante, mais le secret, j'en sais rien. Parce que c'est pas un film donc techniquement fou fou fou, j'ai l'impression. Bah, enfin, il y a quand même le petit effet spécial de je me Oui, bien parle dans sûr, le ouais. miroir et c'est la petite fille qui répond. Donc ça, on s'est un petit peu embêté à faire la chose, je vais pas mentir. En tout cas, c'est vraiment un truc qui venait vraiment du fond du cœur. Et c'est peut-être Mhm. ça qui marche. Alors, ça fait très cliché, très démago de dire ça, mais j'entends beaucoup d'artistes qui disent ça et je me rends compte que c'est peut-être pas faux. Quand on fait les choses avec le cœur, Mhm. quand même, il y a de fortes chances que ça fonctionne. C'est-à-dire que si on fait les choses en se disant, tiens, je vais faire ça parce que je pense que ça va marcher, on a plus de chances de se planter que si on fait un truc en disant, j'ai vraiment envie de parler de ça, j'ai vraiment envie de montrer ça de moi, ça me tient à cœur. Mhm. Euh, En général, même si les gens, des fois, c'est pas forcément leur tasse de thé, je trouve que la sincérité se dégage quand même de certaines œuvres. Et c'est quand même un plus. C'est peut-être ça qui a fonctionné avec celui-là, je sais pas. Bah, Mais c'est vrai que j'étais hyper surprise hein, de la sélection. J'étais là, waouh, ouais, incroyable. j'aime beaucoup ta modestie parce que tu dis que c'était pas un film foufou, mais qui a quand même arrivé parmi les finalistes. Il y avait quand même plus de 1000 films dans ce festival. Ouais, ça c'était dingue. C'était dingue. Mais c'était vraiment dingue. Quand j'ai reçu le mail, je l'ai relu Mhm. 15 fois, je crois. Pour être Parce sûr. que j'étais là. Est-ce qu'ils disent que je suis pas sélectionnée? Mais non, c'est marqué finaliste. J'avoue, franchement, c'était assez fou. Non, non, ouais, c'est vrai qu'en y repensant, c'était vraiment top. C'était vraiment chouette d'être projeté, de voir le film projeté dans un beau cinéma et tout. Non, Mhm. c'était top, j'avoue. On parlait de toi devant et derrière la caméra. Est-ce qu'il y a un aspect que tu préfères à l'un à l'autre? Ou genre, comment tu t'embarques les deux en fait? Un aspect que je préfère à l'un à l'autre. Oui, il y a des choses que je préfère en tant qu'actrice, il y a des choses que je préfère en tant que réalisatrice. Mhm. Euh, En tant qu'actrice, bah, c'est quand même mon premier amour déjà, l'acting. Je, si je devais choisir vraiment entre l'un et l'autre actuellement, ce serait l'acting, c'est sûr, D'accord. parce que c'est ça qui m'anime de base en fait. C'est vraiment ça. Après, en vieillissant, peut-être que je serais plus encore dans une envie de raconter les choses en étant derrière. Mhm. Mais incarner un personnage, c'est quand même un truc de fou. Bien Et sûr. faire ressentir des choses aux gens. Alors, on fait aussi ressentir des choses aux gens quand on est réalisateur ou réalisatrice, bien sûr. Mais je veux dire, quand on a ce truc de se dire, c'est mon corps, moi, ce que je suis, qui va véhiculer un truc parfois fort et qui va provoquer des choses chez les gens.
Alors, c'est peut-être un peu mégalo, c'est très certainement mégalo d'ailleurs, j'en conviens, mais il y a un truc qui est puissant quand même, qui se Mhm, passe, pour moi, dans ma conception du truc. Après, en tant que réalisatrice, j'aime beaucoup le côté esthétique de la réalisation, mhm, c'est-à-dire la mise en image, le travail technique, raconter quelque chose parfois juste avec un plan, sans forcément des comédiens dedans d'ailleurs. Ça, je trouve ça génial. Je suis une grande amoureuse de l'image déjà de base. Je suis très fan de peinture aussi. mhm. Enfin, même avant le cinéma, moi, une des premières passions, c'était la peinture. Et donc, moi, c'est vraiment ce côté-là dans la réalisation que je trouve super, de pouvoir mettre en image les choses, ce qu'on a dans la tête. Et puis, toujours pareil, du coup, véhiculer des émotions, des messages. C'est Ouais. redondant, mais là, ça se recoupe du coup. Bah, on va rester dans le côté justement de la réalisation. Quel genre de réalisatrice es-tu dans ta direction d'acteur? Est-ce que tu vas les guider? Est-ce que plutôt tu es du genre à dire, ah, faites-moi des propositions? Toi, t'es comment en fait? Alors, je vais les guider, oui, c'est sûr, parce que de par ma formation d'actrice, et puis pas que la formation, mais comment moi je vis les choses en tant qu'actrice, je trouve que j'aime bien le dialogue, j'aime bien, moi, en tant qu'actrice, comprendre ce que veut exactement le réalisateur ou la réalisatrice. Donc, forcément, j'essaye de donner ça à mes comédiens, c'est-à-dire au moins d'essayer d'être précise dans ce que je veux à la base. Après, par contre, j'adore les gens qui sont force de proposition. J'essaye de l'être moi-même. Alors, ça dépend avec qui je travaille, parce qu'il y a des gens qui apprécient, il y en a d'autres non. Donc, j'essaye de savoir est-ce que je peux ou pas proposer des choses. Mais je trouve ça génial, quelqu'un qui est force de proposition, quelqu'un qui est à fond, quelqu'un qui va me dire, pour un de mes courts-métrages, celui que je considère comme étant mon premier vrai court-métrage. Mhm. C'est vrai qu'il y a eu White Mirror avant, mais on va dire un peu plus gros. Mon comédien principal, dès les premières lectures, m'a dit: Oh, tiens, j'ai une idée, je le vois bien à ce moment-là, enlever une veste et en mettre une autre parce que ça symbolise un truc. Et je l'ai gardé parce qu'il D'accord. avait raison et Mhm, qu'il avait déjà en tête un personnage encore plus étoffé que ce que moi j'avais en tête. mhm. Et j'ai trouvé ça absolument super. Ça fonctionnait super bien. Donc, je suis jamais fermée aux idées des autres parce que c'est intéressant. Après, si je trouve que ça va pas dans ma direction, de manière gentille mais ferme, je vais dire, Mhm. écoute, ça correspond pas à la vision que j'ai du projet. Bien sûr. Mais ouais, toujours dans le dialogue. T'as vu, je Mhm. t'ai dit, je parle beaucoup, donc tu vois, je suis Non, toujours dans le j'adore, dialogue. j'adore. Non, non, t'arrêtes pas. Au contraire, je suis fasciné. Tu sais, tu parlais de ton court-métrage. Est-ce que tu parlais de Où sont les cerfs? C'est ça que tu parlais? Oui, c'est ça, ouais. Justement, on va rentrer là-dedans et j'aimerais que tu nous emmènes plus dans l'envers du décor, comme tu es réalisatrice. Comment ça se passe pour toi le processus de casting? Comment tu sélectionnes tes acteurs, etc. Peux-tu nous ramener un peu dedans? Alors, par rapport au casting de ce film, ça s'est fait en plusieurs étapes. Déjà, il faut savoir que je suis pas la seule porteuse à la base de ce projet-là parce que c'est Julie Erwin qui est on va dire la scénariste de base de ce projet, qui est venue avec cette idée de scénario qu'on a étoffé ensemble, qu'on a fini d'écrire ensemble, et elle m'a demandé de le réaliser. Donc déjà, c'est pas une idée qui a émergé de moi, Mhm. mais c'est vrai qu'à la lecture, tout de suite, il y a plein de choses qui se sont mises pardon, en place très rapidement. Et pour le casting, pour le rôle principal, je voulais vraiment quelqu'un qui dégage quelque chose de vraiment particulier. J'ai eu plusieurs idées en tête et donc pour le rôle principal, c'est moi qui suis allée vers les gens. Et en fin de compte, j'ai pas proposé à beaucoup de monde parce que dans les premiers choix donc, que j'avais en tête, il y avait donc Marc Duret Mhm. et qui est donc la personne qui a fini par être choisie. Et il a été extrêmement réactif. Bah, c'est lui justement hein, m'avait fait des La propositions veste. très Oui, très oui. vite. Ouais, c'est ça. Et très très, enfin, franchement, je lui ai envoyé le scénario. Je crois même pas 2 jours après, il m'appelait directement en me disant je suis hyper emballée. J'ai déjà des idées pour le personnage, etc., Mhm. etc. On se voit quand quoi. Waouh. Après, pour les autres personnages, donc bah, en fait, j'ai proposé à Julie d'avoir un des rôles principaux.
parce que je la voyais vachement. Enfin, pour moi, c'était une évidence. Donc, elle n'est pas comédienne, Ok. puisqu'elle est scénariste. Enfin, elle a de nombreuses casquettes, mais en tout cas, elle n'était pas comédienne, donc elle n'était pas très chaude au début. Mhm. Donc, j'ai dû lui faire prendre un peu confiance en elle et tout, mais elle était vraiment parfaite pour le rôle. Enfin, moi, je trouve, en tout cas. Et après, pour les autres personnages, c'est pareil. C'est moi qui suis allée proposer à certaines personnes que je voyais Mhm. vraiment dans le. Donc, pour ce projet-là, en gros, pour se répondre au niveau du casting, pour ce projet-là, j'ai pas fait passer de casting en bonne et due forme. J'ai vraiment été directement avec des gens en qui j'avais confiance. Comme c'était vraiment une de mes premières grosses réalisations, Mhm. j'ai voulu m'entourer de gens que je connaissais, en tout cas. Je comprends, ouais, ouais. Tu sais, tu parlais de casquette. Mais maintenant, j'aimerais parler de ton côté un peu de l'enseignement, de théâtre jeune. Parce que t'es prof, t'es revenu prof dans l'école où t'as été diplômé, en fait. Oui. Alors, qu'est-ce qui t'a inspiré, en fait, à enseigner le théâtre jeune et qu'est-ce qui te passionne dans ce rôle d'éducateur? Alors, il faut savoir que déjà, c'est les classes dont moi je suis en charge, c'est pas forcément que des jeunes. D'accord. On accepte tous âges. Mhm. Je sais même pas, faudrait que je demande au directeur s'il y a une limite. J'imagine que oui, raisonnablement, mais enfin, on a vraiment des personnes qui sont en reconversion professionnelle. Donc, c'est pas forcément que des jeunes. D'accord. Il y a une section junior Mhm. donc en partenariat avec une école qui aménage des horaires qui leur permettent d'avoir des cours de théâtre l'après-midi, le lundi, le mardi et le jeudi après-midi, si je dis pas de bêtises. Mais ça, c'est une section à part dans laquelle moi, j'interviens pour faire soit des remplacements, soit même en tant que jury quand ils ont des auditions. Mhm. Mais je suis pas titulaire en charge de ces sections-là. Donc, c'est pas que une envie de transmettre aux jeunes, hein. C'était juste pour, voilà, Bien pour sûr, ouais, de élargir la. remettre le contact. Mhm. Ouais, voilà. Donc, si je reprends ta question, c'est qu'est-ce qui m'a donné envie, en Bien fait? sûr, ouais. Alors, je vais être super transparente. J'ai jamais voulu, à la base, moi, être prof parce que je m'en sentais absolument pas capable ni légitime. Mhm. Donc, j'aurais jamais pensé le faire si, donc, mon ancien professeur, qui est donc directeur de l'école, donc je l'ai cité tout à l'heure, Olivier Olivier Belmondo. Belmondo, le neveu de Euh, Belmondo. Pardon? Le Excuse-moi. neveu de Belmondo. Oui, c'est ça, ouais. Bah, d'ailleurs, Jean-Paul était et est toujours, symboliquement, en tout cas aujourd'hui, le parrain de l'école. Il venait Mhm. tous les ans encourager les élèves à leur audition publique. C'était quelqu'un vraiment d'une générosité incroyable. Waouh. Et donc oui, si Olivier n'était pas venu à moi en me disant, écoute, j'aimerais bien que tu viennes en tant que prof à l'école, moi, je me serais jamais mis sur les rangs parce que je pensais pas forcément en être capable, vraiment. Parce que c'est quelque chose hein, d'enseigner, hein, Bien sûr, oui, c'est transmettre, c'est pas vraiment évident. pas rien. Et donc ça s'est fait progressivement parce que au début il m'a fait faire des petits remplacements et puis je venais faire des interventions avec lui pendant Mhm. que lui enseignait. Et puis au bout d'un moment, il m'a mis en charge d'une classe à l'année. Enfin, on a un système où on est sur le groupe que moi j'ai, on est deux profs titulaires. Donc il y a Mhm. Audrey Belmondo, sa femme, qui fait le premier semestre et moi je fais le second semestre. Donc on a des programmes vraiment définis, on fait travailler des choses différentes toutes les deux. Et donc voilà, au fur et à mesure, il m'a donné de plus en plus de responsabilités jusqu'à aujourd'hui où donc je donne cours il y a trois niveaux. Donc il y Mhm. a le niveau 1, donc lequel donc je donne cours, et niveau 2 et 3 où je fais des modules spécifiques. Pareil, dans l'année où j'interviens et je fais aussi beaucoup de remplacements quand Olivier n'est pas là. Enfin voilà, je vais pas faire tout le programme, mais donc voilà, aujourd'hui, j'ai plus de responsabilités et j'en suis vraiment très contente qu'il m'ait donné cette chance Mhm. d'avoir aujourd'hui aussi cette casquette de transmission Mhm. parce que déjà, ça me permet de continuer à comprendre plein de choses sur l'acting Mhm. en voyant les autres évoluer et en voyant les autres comprendre des choses, en voyant mes élèves travailler, ça m'amène moi-même à comprendre de nouvelles choses au fur et à mesure. Donc ça, c'est top.
Et puis c'est beaucoup de fun, beaucoup d'épanouissement, d'échanges. Je veux dire, nous, on donne aux élèves notre expérience, mais les élèves Mhm. nous donnent aussi beaucoup. C'est vraiment génial pour le coup. Bah, oui, ce qui m'amène naturellement, ma prochaine question, c'est est-ce que tu as un moment qui était gratifiant en travaillant en tant que professeur avec tes élèves? Quelque chose que tu as rendu fier? Ah ouais, mais j'en ai tout le temps des moments gratifiants et attention, ça va être le moment Vas-y. un peu Fais-nous, mièvre fais-nous peut-être. pleurer. Non, mais en plus, faut savoir que moi, je chiale pour tout et pour rien. Mhm. Ils me mettent les larmes aux yeux régulièrement. Ils sont pour la plus, franchement, à 99%, parce qu'il y a toujours une exception qui confirme la règle. En tout cas, envers moi, et je crois envers les autres professeurs aussi, ils sont d'une reconnaissance vraiment folle. Et puis c'est toujours, c'est incroyable de voir la confiance qu'ils ont en moi quand je leur demande de faire certains exercices qui peuvent paraître bizarres au départ. Et puis après, ils me disent, ah oui, ok, d'accord, donc là, je comprends l'intérêt parce que là, ça m'a fait travailler ça. Et du coup, ça me permet d'avoir développé ça et tout. Mais des fois, au début, je leur fais faire des trucs et des fois, ils foncent et je me dis, mais je pourrais leur demander n'importe quoi. Ils me font confiance. Alors, c'est génial. Ça fait peur aussi. Mhm. Il y a un côté un peu, une responsabilité abyssale parce qu'on n'a pas envie de leur faire du mal quand on leur fait travailler sur des émotions, sur des choses. C'est pas toujours facile. Mais, euh, mais oui, non, mais c'est gratifiant. Moi, ça m'a épanoui énormément. Ouais, je les aime fort. En espérant qu'ils t'écoutent. Je leur Maintenant, enverrai le lien. tu envoies les c'est génial. Merci pour la pub. Euh, Si on faisait un petit peu une réflexion maintenant sur l'industrie, comment toi tu vois notre industrie cinématographique évoluer en fait? Est-ce que tu vois qu'il y a des changements? Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, bah alors des changements, il y en a, c'est une évidence. Il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Il y a énormément de choses qui se passent. C'est difficile je sais même pas par où commencer. Tout change, tout évolue de toute façon, ça c'est une Mhm, certitude. Maintenant, mais c'est vrai que du coup, je trouve que le côté casting n'est plus du tout les mêmes. C'est plus les mêmes règles, c'est plus les mhm, mêmes codes. Faut s'y faire, c'est comme ça. On n'aime pas. On n'est pas là pour juger. Parfois, c'est très dur parce que du coup, mhm, ça rajoute, peut-être, j'ai l'impression, ça rajoute un côté très injuste parfois. mhm, Parce que par exemple, moi je sais que j'en ai fait quelques-uns de ces ateliers. Je sais pas du tout, j'ai pas l'impression que ça m'ait beaucoup aidé dans l'obtention de rôle. Par contre, ça m'a beaucoup aidé, j'ai l'impression, moi, en tant qu'actrice, à accepter ces nouveaux codes. Donc, il faut mhm, toujours retrouver du positif dans chaque expérience, même quand parfois les expériences sont dures, parce que j'ai vécu certains ateliers qui m'ont bien chamboulé. mhm, Mais au final, c'est de l'apprentissage. mhm, Et je pense que tout parce que, enfin, pour les jeunes personnes qui arrivent et qui débarquent là maintenant dans le métier, quand on ne connaît pas comment c'était avant, ils doivent se dire, mais c'est comme ça que ça marche et que ça a toujours été comme ça, en fait. mhm, Pour rencontrer un DIRCAS, maintenant, il faut aller dans un atelier ou un stage ou, comment dire, faire partie d'une école, parce que nous, on fait venir des directeurs de casting, du coup, mhm, pour les années, pour les promotions sortantes, et même parfois pour les deuxièmes années. Mais en fait, voilà, si toi, t'arrives et que t'es pas dans une école et que t'as pas d'argent pour passer ces trucs, il y a pas longtemps, je regardais une interview d'une directrice de casting, du coup, je mhm. dirais pas son nom, mais Non. qui était interviewée, et on lui posait la question mais du coup, un acteur ou une actrice qui n'a pas d'agent et qui veut vous contacter, comment il fait? Et elle a explosé de rire. Ah ouais, oh mon Dieu, c'est pas gentil Chaud ça. quand même, hein. Moi, je Mhm, trouve que c'est un peu... bon, pardon si elle m'écoute, elle va me blacklister. mhm. Mais On veut pas ça. bon, après, voilà, Mhm, bon, au bout d'un moment, faut peut-être arrêter un peu la langue de bois. Et c'est vrai mhm, que tout à je fait. trouve ça un peu triste, en fait. Voilà. Mhm, Alors après, tout le monde n'est pas à mettre dans le même panier. J'ai mhm, travaillé avec des directeurs et des directrices de casting qui sont hyper généreux, qui sont passionnés, ça se voit. Voilà, tout est une question de nuances. Mais je pense que ce milieu du casting
Mhm. a des nouveaux codes qu'il faut assimiler, il faut s'y faire. Encore une Mhm. fois, qu'on n'aime pas, c'est difficile. Mhm. Et je pense que c'est une des grandes choses qui a changé dans le milieu. Je me cantonne au casting parce que c'est un peu Bien sûr, ouais, ouais, le ouais. sujet de l'émission, hein. Après, il y a Mhm. énormément de choses. Mais pour le casting, je pense que c'est vraiment compliqué. Mm. Ouais. Là, là, De là, plus je, en plus. là, je te rejoins parce que quand tu parlais de langue de bois, de ces Mm. stages où tu dois faire absolument pour rencontrer des directeurs de casting, j'ai l'impression que ces Ouais. stages, c'est plus pour du réseautage en fait, que tu vas peut-être rencontrer des gens avec qui tu pourras travailler plus tard, peut-être d'autres comédiens, mais en lui-même t'apporter un rôle dans le prochain film que la réalisatrice va être en charge. Je suis pas trop convaincu là-dessus en fait. Je suis assez mitigée parce que, en vrai, c'est comme tout. Je suis désolée, je suis Non, non, malade, donc vas-y. je bois de l'eau parce que je suis très vite enrouée. Mhm. En fait, je suis très mitigée parce que c'est comme tout, il y a toujours des exceptions. Moi, les stages que j'ai faits là dernièrement, Mhm. sur le groupe où j'étais, il y a eu une ou deux personnes à qui a été proposé un petit rôle par-ci par-là aussi, peut-être parce qu'il correspondait peut-être parfaitement à ce qui était recherché à ce moment-là. C'est toujours pareil, c'est toujours très, très vache parce que tout est une question de timing, Mhm. bon, de plein de choses. Maintenant, oui, je te rejoins sur le fait que je pense aussi que c'est une question de réseautage, c'est une évidence. C'est des ateliers qui coûtent très cher, Bien sûr, qui c'est pas coûtent donné. super cher. Parfois, 4 jours de stage, on est à des 1000 euros, quoi. Enfin, Mhm. alors bon, c'est matin et soir, enfin matin et après-midi, mais enfin voilà, c'est des ordres de prix. Ils sont pas tous à ces ordres de prix-là, mais c'est quand même des choses qui coûtent cher. Mhm. Donc, je sais pas dans quelle mesure ça sert vraiment. Moi, j'ai déjà eu des retours des fois de certains DIRCAS qui disaient que ça les faisait chier, ce genre de Mhm. Mhm. pardon, d'atelier. Bien sûr. J'ai entendu de leur bouche même que des fois ils venaient pour cachetonner, quoi, hein. Ils viennent, ils font le truc et puis finalement ils voient, pour peu qu'ils fassent, enfin bref, je vais pas me faire des amis là, Je mais sais. tant pis. Non, mais quand tu vois les annonces de stage Mhm. et que tu vois régulièrement les mêmes noms de DIRCAS qui reviennent Mhm. et qui font 10 stages, j'exagère, pas 10, mais on va dire, allez, 4 stages, plus ou moins à la suite. Mhm. Ils voient combien de comédiens et de comédiennes. Pour peu que, je sais pas moi, les stages que j'ai faits, on était au minimum 15, voire 20. Mhm. Même imaginons qu'on est 10. Mhm. Tu vois, tu fais 4, 5, 6 ateliers à la suite. Tu vois 60 comédiens. Et tu reçois du coup 60 mails. Bonjour, on s'est rencontrés à cet atelier. Quoi qu'il arrive, tu es noyé dans la masse. Alors après, pour peu que tu as la chance de taper dans l'œil de quelqu'un, de Mhm. correspondre pile poil, évidemment, il faut le temps. Bien Moi, je sûr, vais ouais. continuer à en faire. Si on Mhm. m'accepte, du coup, après, c'est sérieux. Mais, mais si tu veux, c'est vrai que j'ai vraiment entendu certains dircas dire, de Mhm. toute façon, voilà, on vient, mais bon. Alors, ils sont pas tous comme ça, encore une Mhm. fois. Mais je trouve que c'est un peu compliqué ce système. Bon, après, voilà, maintenant, il y a plein de dircas qui font d'autres choses, qui font Mhm. eux-mêmes des mises en scène au théâtre, qui montent. J'ai cru voir passer des trucs où ils montaient plus ou moins leurs écoles eux-mêmes, etc. Donc, Mhm. du coup, où est la limite entre le dircast, le coach, le. Mais bon, c'est intéressant, c'est en perpétuelle évolution. Mhm. Faut. Mais je pense que c'est pas toujours facile pour les comédiens de s'y retrouver, en Bien fait, sûr, bien sûr. Non, de non, savoir qu'est-ce que je dois faire. Mhm. C'est-à-dire que chaque directeur de casting a sa politique, chaque directeur de casting a sa manière de faire. Il y en a qui vont détester les bandes démos, il y en a qui vont adorer ça. Mhm. Moi, j'ai eu une dircast une fois en atelier qui disait: ah non, mais de toute façon, vous ne m'envoyez pas de bande démo, je les ouvre même pas parce que ça me fait chier. Alors, toi, tu viens de te Bien débourser sûr. 300 balles Pour le faire, oui, pour oui, faire oui, un oui, oui. super montage au poil. Tu te rends compte que personne ne la regarde Bah finalement, non, c'est triste, pratiquement. ouais. Bah oui. Mais moi, je te rejoins, même sans vouloir tirer sur l'ambulance. C'est vrai que c'est ce genre de stage, des fois, comme tu dis, c'est pour cachetonner. Et en plus, des fois, ces directeurs de casting, ils sont là que 2 ou 3 heures dans le stage qui dure une journée. C'est-à-dire, t'as même pas le temps de les voir réellement, en fait. Ça peut arriver. Moi, j'ai jamais fait ce genre de stage-là, Oui, mais je connais le format et bien sûr, ouais.
Et après, oui, comme tu dis, je suis pas dans une critique totale du Mhm. truc parce que ça fonctionne pour certains. Bien sûr, oui. Moi, ça m'a apporté des choses, ça m'apprend Mhm. des choses, ça m'apprend ce que c'est que le milieu du casting aujourd'hui. Et si ça fonctionne pas pour moi, peut-être qu'il faut que je remette en question ma manière de faire sur certaines choses Mhm. et ça me servira à ça. Maintenant, je pense aujourd'hui que c'est compliqué pour les comédiens et les comédiennes de s'y Mhm. retrouver. Les choses sont pas d'une clarté totale, Mhm. en fait. Donc la solution, c'est de faire ses propres projets. C'est ce que j'allais venir, j'allais venir à ça en Donc, fait. ouais. J'allais dire, est-ce que c'est important pour toi en fait de raconter tes propres histoires maintenant? Je pense que à partir du moment où j'ai pris la décision de passer du côté aussi de la réalisation, je me suis rendu compte que ça a toujours été important pour moi de raconter ce que moi j'avais envie de raconter, que j'osais pas forcément parce que j'ai pas fait d'études de réalisation et que je pensais que j'allais être nulle à réaliser un truc parce que je connaissais pas. Mhm. Donc évidemment, je dirais que ça devient, je peux pas dire que c'est de plus en plus important. Je pense que ça a toujours été important et que j'osais pas forcément avant. Mais on peut aussi raconter ses propres choses à travers des personnages qui nous sont donnés d'interpréter, hein. Mhm. Ça marche aussi en tant que comédienne. Il y a énormément de choses qu'on peut apporter de nous. Enfin, c'est même peut-être la principale chose en fait. Donc c'est pas incompatible avec le côté comédienne. Mais c'est vrai que je pense que c'est important de faire ses propres projets Mhm. parce que déjà, en fait, ça enlève la déprime de ne pas être désiré dans le milieu. Euh, je pense que l'une des choses les plus dures, c'est qu'en fait, l'acteur et l'actrice n'existent que dans le regard de l'autre, en fait. Mhm. Et, euh, et c'est absolument horrible de ne pas se sentir désiré, parce que c'est une question de désir, en fait, hein. Bien sûr. De ne pas se sentir désiré par le réalisateur ou la réalisatrice, ou par le dircast, ou parce qu'en fin de compte, ce qu'on est ne plaît pas. Alors, et d'un autre côté, il faut aussi apprendre à pas le prendre personnellement, parce qu'en fin de Mhm. compte, c'est pas contre nous. Je veux dire, ils nous en veulent pas personnellement. Ils sont Bien pas sûr. là pour, voilà, ils s'en fichent. Ils nous connaissent pas. Ils sont pas là Mhm. pour nous faire du mal. Mais en même temps, ce qu'on présente, c'est nous. Et parfois, nous ne correspond pas à ce qu'ils ont eux envie. Mais c'est comme dans une relation amoureuse. On peut pas forcer les gens à nous aimer. Mhm. Donc c'est pas parce que nous on a un crush sur quelqu'un, bah ouais, mais bon, si la personne en face ne te désire pas, bah faut apprendre à gérer la frustration, de se dire bah c'est ok. Enfin, Mhm. elle a le droit de pas vouloir de moi. Bien sûr, Et oui, c'est oui. la même chose. Ce rapport est le même, sauf que à la différence d'une relation amoureuse où il faut être deux pour avoir, je parle bien d'une relation amoureuse, Bien sûr, oui. faut être voilà, deux ou plus, chacun fait ce qu'il veut. Mais Ouais. là, en l'occurrence, dans le milieu, quand on se sent pas désiré, le fait de faire ses propres projets, on Mhm. peut nous créer des choses où déjà on essaye de se mettre en valeur, ou en tout cas, même si moi, parce que bah, j'écris pas forcément pour moi, Mhm. euh, mais de raconter des choses que nous on a envie, et du coup ça amène à travailler avec des gens qui eux ont envie de travailler avec nous. Bien sûr, oui. Et ça fait du bien. On se sent moins Mhm. déprimé, on se sent moins parce que voilà, on a tous des moments de down Mhm. je pense que oui, c'est hyper important. Alors c'est facile à dire. Voilà, c'est pas toujours facile à mettre en place. Non, 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 c'est clair. Pour citer un invité que j'ai eu il y a pas longtemps, il s'appelle Frédéric Mallet, il est acteur aussi, il disait qu'on est dans le seul milieu où on dépend du désir de l'autre, en fait. C'est exactement ça. Mot pour mot, c'est exactement ça. Mhm. On est que assujetti au désir de l'autre. Mhm. C'est-à-dire que si on ne plaît pas, on n'est pas pris. Bah oui, Et ça peut se jouer à tout et à rien. c'est C'est ça. une horreur. C'est une horreur. Ah tiens, tu veux une anecdote? Vas-y, je t'écoute. Pareil, en atelier casting et tout, donc avec une dircas qui était très gentille d'ailleurs, et qui nous raconte un peu l'envers du décor. Et Mhm. elle nous dit, essayez de ne pas prendre les choses personnellement parce que ça n'a tellement rien à voir avec votre talent.
c'est pareil, ça, le truc du talent, je trouve que c'est un mot à manipuler avec beaucoup de précaution parce que comme si c'était inné. Bien Moi, sûr. je pense que le premier talent, c'est d'être travailleur et persévérant. Mhm. Et donc, elle nous dit, c'est pas, ça n'a rien à voir avec vous. Exemple, elle est sur un gros casting et tout. Elle fait donc passer les castings et tout. Donc, tu sais, elle enregistre et tout. Mhm. Elle présente les différentes nanas. Et une où elle l'a trouvée vraiment top, la comédienne, elle était super en place, super vraie et tout. Elle met le lecture, et là, le réa, il fait ah non, non, t'arrêtes tout de suite, s'il te plaît. Même pas 30 secondes de vidéo, hein. Waouh. Et elle le regarde et fait bah, qu'est-ce qui se passe? Il y a un souci. Enfin, tu la trouves vraiment pas bonne à ce point-là. Tu sais, au bout de 30 secondes, ça peut aller très vite, hein. Quelqu'un qui est Bien pas en sûr. place, tu peux le voir très vite. Donc pourquoi pas? Mais comme là, elle avait pas l'impression que c'était un problème de vérité ou de jeu. Il dit ah non, mais ça va, elle ressemble trop à mon ex, j'ai pas envie de voir sa gueule. Mon Dieu. Le truc a rien à voir. Du coup, tu peux être super bon sur Mhm. un truc, tu fais un passage, tu déchires tout, et t'es hyper agréable, t'es gentil, t'es souriant, tu fais tout ce qu'on te demande et tout, mais Mhm. si t'as pas la gueule qui revient, bah des fois tu passes à côté, quoi. Bah oui. Donc c'est horrible, hein. Non, c'est horrible. Et justement, comment toi, tu fais pour surmonter ces moments de doute? Je les surmonte pas. Non, je déconne. Oh là là, comment je fais? Écoute, il y a plein de manières différentes. Des fois, je Vas-y, on rentre chez t'écoute. moi, je pleure et puis je fais un câlin à mon chat et puis une bonne nuit de sommeil. Et le lendemain, je me dis que ce sera un autre jour. Des fois, je vais me faire 2 heures de sport où je vais complètement me m'arracher parce que je suis hyper en colère, donc j'ai Bien besoin sûr. d'expulser. Des fois, je vais appeler des amis, je vais être dans une énorme phase de remise en question où je vais dire, tu te rends compte, je suis vraiment une actrice ratée, je suis complètement nulle, j'y arriverai jamais. Et puis voilà, où je vais aller boire un verre avec eux. Mhm. J'ai pas, sincèrement, je- j'allais dire, j'ai pas de solution miracle. J'ai peut-être un conseil éventuel, c'est Ok. s'autoriser à être malheureux Mhm. sur le moment. C'est-à-dire ne pas se dire, ah non, non, il faut surtout pas. Non, en fait, c'est OK de pleurer, c'est OK d'être déçu, c'est OK Mhm. d'avoir la haine, c'est Oui, OK d'être médisant pendant 30 secondes en disant, ouais, de toute façon, je suis sûre que celle qui a eu le rôle, ben, elle est plus nulle que moi, alors que c'est pas du ça. tout, On l'a tous évidemment. fait. Mhm. Évidemment, Mhm. mais parce qu'en fait, on est humain, quoi. Bien Encore une sûr. fois, enfin, je rabâche, mais parce que on n'a pas tout le temps les bons, comment dire, on a le droit d'être con, en fait, Bien sûr. Ouais, tu ouais. vois. Parce que, enfin, c'est comme dans toute situation de choc ou quand tu te prends une claque dans la gueule ou quand tu te fais, encore une fois, quand tu te fais larguer ou j'en sais rien, bah, Mhm. t'as un moment, mais t'as le droit de l'être, mais de manière très courte. Pas trop C'est-à-dire longtemps. que tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il ne Oui, faut pas non, je te rester comme comprends. ça pendant 3 mois. Bien sûr. Oui, 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 Sinon, oui. Faut passer à autre c'est chose. autodestructeur. Tu Mhm. vois, ça sert à rien. En fait, tu as le droit de l'être, tu as le droit de te sentir mal, Mhm. tu accuses le coup. Et par contre, après, ce qu'il faut, c'est le coup de talon pour repartir, quoi. Bien sûr, oui, pour repartir, oui. Et ça, je le souhaite à tout le monde. Ça peut venir de plein de choses. Être entouré, c'est hyper important. Avoir Mhm. des vrais amis. Avoir des vrais, vrais, vrais amis. Qui sont pas forcément dans le milieu, d'ailleurs. Ça existe, hein. Mhm. Mais si on a la chance d'avoir une famille qui nous soutient aussi, c'est chouette. C'est Mhm. pas le cas de tout le monde, Bien très sûr. malheureusement. Mais être entouré, c'est important. Et avoir aussi d'autres, euh, peut-être une ou deux autres passions à côté. C'est vrai que moi, le sport est devenu quelque chose d'important parce que ça vide la tête et que des Mhm. fois ça aide en fait, hein, puis ça donne un petit coup d'endorphine quand on est un peu en bad, c'est jamais mal. Mhm. Voilà, sortir, aller voir un film, essayer de se vider la tête. En tout cas, pas rester seul, je pense. Mhm. En tout cas, C'est dans un les bon moments de conseil. doute. Non, c'est un bon Ouais. conseil. Tu dis le sport, ça aide. Quel genre de sport tu fais, toi, tu pratiques? Alors écoute, pour un rôle justement, je me suis mise à la boxe thaï, enfin donc au Muay Thai depuis 1 an. Oh, wow, ok. Ouais, enfin j'ai encore un très petit niveau, mais bon, j'aime bien ça, je trouve ça très chouette. Et Ouais. à côté, je me fais coacher en fait sur tout ce qui est course. Je fais du rameur et je soulève des poids.
Ah, génial. Enfin, je vais à Tu te la salle, maintiens. quoi. Ouais, ouais, Hein? tu te maintiens en forme, t'as Ouais, raison. on essaye. Non, mais en vrai, c'est super chouette. Je fais ça dans une salle où je suis. On est très suivi. Enfin, j'ai des coachs et puis c'est. Non, c'est chouette. Ça fait du bien. Oui. Là, on arrive à la partie de l'émission où tu nous parles un peu de toi, ces promos, actualités. Où est-ce qu'on peut te voir en ce moment, etc. Alors, il y a un long métrage qui sort bientôt, qui fait une petite tournée d'avant-première pour l'instant, qui s'appelle La Clairière des Oubliés, Mhm. réalisé par Cédric Malzieu, qui est un thriller, un, un thriller psychologique écologique. D'accord. Donc voilà, donc un petit peu un style nouveau, mais je trouve ça très très sympa comme le sujet et malheureusement beaucoup trop d'actualité, les problèmes d'écologie. Et Mhm. mêler ça au côté un peu fantastique, je trouvais ça très très intéressant. Donc il y a ça. Mhm. On n'a pas encore de date de sortie officielle, mais ça va venir. Ok. J'ai aussi la sortie d'un format télévisé, mais en Angleterre, qui s'appelle To Whom It May Concerns. Je ne sais pas encore quand ça va sortir. Ça devait sortir en décembre. Il y a eu des petits couacs de post-prod, je crois, donc c'est pas encore sorti. J'ai hâte. Mhm. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre à venir? Bah oui, bah alors attends. Tu vas voir, la Vas-y. boucle est bouclée parce que tu avais commencé à parler un petit peu de ce que je faisais avec White Mirror, qui était pour le Nikon Film Festival. Mhm. Et on va dire les news les plus fraîches, c'est que bientôt, vous pourrez me retrouver dans deux courts-métrages que j'ai tournés pour le Nikon Film Festival de cette année. Cool. Donc, il y en a un qui s'appelle Feu de paille, Ouais. réalisé par Nabat. Euh, je sais plus son nom de famille, la pauvre. C'est Pardon, pas grave. Nabat, je suis vraiment désolée. Bon, Nabat, Ben Nakiboud, je sais plus. Pardon, Nabat, je t'aime fort, désolée. Pardon, 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 mille fois. En tout cas, ça s'appelle Feu de paille, si vous voulez le Mhm. chercher quand il sera sorti. Et l'autre, alors attention, parce que le titre est vraiment particulier, ça s'appelle Shpouf. Voilà, et c'est réalisé par Samir Abdessayed. Ouais. Donc voilà, je suis dans ces deux petits courts-métrages. J'ai très très hâte de voir. Il y en a Mhm. un qui est de la pure comédie et l'autre, c'est du fantastique encore. Et sinon, bientôt, là, je devrais tourner ma prochaine réalisation. Ah, cool. Voilà. Donc, Une act- je me remets sur un court-métrage qui ne sera pas un court-métrage d'horreur cette fois-ci, pas comme vous pouvez le faire. Où ça? Ouais. Un court-métrage qui s'appellera Pardon Mhm. et qui sera un format comique, enfin comédie dramatique, on va dire. Ouais. Et ensuite, derrière, j'enchaîne normalement avec un autre court-métrage qui sera celui-ci, un film de genre, Ouais. voilà, qui s'appelle Modus Operandi, ça parlera de serial killer. Voilà. T'as une actualité très très chargée, hein. C'est fou ça. Pas assez, pas Pas assez. assez, ok. Il manque des choses. On va y travailler. Appelez-moi les directeurs de casting, le truc horrible. Mais j'aimerais revenir 2 secondes. Tu sais, tu parlais que tu as une série en Angleterre. Comment ça se fait le travail pour travailler ton accent? Comment tu travailles tout ça en fait? Parce que tu joues en anglais. J'imagine que c'est différent de jouer en anglais et en français pour nos auditeurs qui connaissent pas encore la différence. Alors, pour l'instant, moi, à chaque fois que j'ai travaillé à l'étranger, c'était de toute façon pour un rôle de française à l'étranger. Ouais, donc tu gardes ton accent. J'ai pas du tout la prétention. Alors, c'est toujours très. Je sais jamais où placer le curseur de bilingue parce que oui, je comprends très bien, je parle très bien et je peux complètement improviser en anglais si je dois jouer en anglais et tout ça. Donc, il n'y a pas de souci. Par contre, j'ai une totale conscience d'avoir un accent. Mhm. Alors, j'espère pas à couper au couteau. Normalement, non. Ouais. Mais bon, je ne jouerai jamais une native américaine ou une native anglaise. C'est totalement OK. C'est pas ce que je recherche. Mhm. Après, toutefois, si j'ai besoin de travailler un accent, ce que j'ai déjà fait pour ce que j'ai tourné dernièrement en Angleterre, parce que je jouais une jeune maman mais qui habite en Angleterre depuis 4 5 ans. Donc, normalement, bon, voilà, il y a un petit accent français qu'elle a, mais Oui, léger, oui. c'est pas, voilà, faut pas que ce soit Hello, how are you? Non, c'est pas too much. Et donc, quand c'est comme ça, j'ai la possibilité de travailler avec des coachs, donc soit toujours avec la coach que j'aime beaucoup, donc Tracy. Mhm. Sinon, j'ai une autre coach aussi qui est une professeure de l'entrée des artistes qui s'appelle D'accord. Sheila Coren-Pisso.
Mhm. qui est une fabuleuse actrice et qui est anglaise. Et du coup, je peux sans problème lui passer un petit coup de fil en lui disant coucou Sheila, j'ai besoin de travailler un texte en anglais, est-ce que tu peux m'aider? Et puis on travaille l'accent pour être le mieux possible. Pour être au top. Voilà, c'est ça. Maintenant, pour faire une parallèle avec ton court-métrage White Mirror, tu sais, c'est la partie conseil, c'est la partie tips en fait. Je sais que t'aimes pas donner des conseils, parce que j'ai vu dans une vidéo, tu disais ouais, t'aimes pas trop conseiller les gens. Mais si tu devais te conseiller toi-même, si on devait faire un retour sur la petite Emma qui rentre à sa première année au lycée Jules Verne, quel conseil tu donnerais? Ah là là, ça c'est la question. Euh, quel conseil je donnerais Ah, puis ma première année au lycée ou au collège? C'est pas pareil. Au lycée, au lycée. Ah. Euh, je lui dirais soit moins, so- soit moins en recherche de l'approbation de tes camarades, de Hmm. certains de tes camarades. Ouais. Soit Ça, c'est moins un, en recherche de validation des autres, en fait. ça, c'est un super bon conseil, parce que ça engage aussi dans notre milieu, pareil aussi. Mm. Ouais, ouais, mais ouais, je pense que je dirais ça. Parce que c'était dur un peu de. Alors après, en plus, c'est un truc qui m'est resté, hein, au fur et à mesure des années, on change, on évolue. Il y a des petits restes hein, par moment qui repointent le bout de leur nez. Mais ouais, je dirais ça. Très, très beau mot de la fin. Merci beaucoup, Emma Chaïd-Bedra. C'était un plaisir de discuter avec toi. Je te dis merci. On vous rappelle? À bientôt. À bientôt. Bye bye, Emma. Bye. Merci à vous tous. Merci. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à écouter. Merci, on vous rappelle. Continuez à vous abonner à nos réseaux sociaux. Ça nous permet de grandir et de vous avoir des invités exceptionnels. Alors merci, continuez, ne lâchez pas. Merci à DJ de Combo à la réalisation. On se retrouve dimanche prochain pour un nouvel interview.